En 1998, la disparition de 3 jeunes aventuriers dans le sud de la France fut enregistrée comme un simple accident de plus en terrain hostile. Un mince dossier, classé sur une étagère basse de la gendarmerie de l'Ariège, contenait des cartes mal pliées, 2 photographies aériennes granuleuses et un rapport final trop bref pour expliquer le silence qui suivit. Officiellement, ils avaient été engloutis par la montagne. Officieusement, personne n'a jamais vraiment accepté cette explication. La région était réputée pour ses vallées étroites, ses rivières souterraines et ses réseaux de grottes partiellement cartographiés depuis le XIXe siècle. D'anciens sentiers sillonnaient des forêts denses, et le calcaire fracturé créait des pièges naturels invisibles pour ceux qui ne connaissaient pas le terrain. Les 3 disparus, des étudiants universitaires, pratiquant l'escalade de loisirs mais non experts, s'étaient lancés dans une exploration en solitaire, sans guide local, trop confiants dans leur équipement moderne et leurs cartes incomplètes. Le nom du protagoniste n'apparaissait dans aucun rapport de l'époque. En 1998, il n'était encore qu'un adolescent lyonnais, trop loin des Pyrénées pour se soucier d'une cause perdue. 14 ans plus tard, pourtant, ses travaux le conduiraient précisément là où les recherches avaient été abandonnées. Antoine Morel était un biologiste de terrain spécialisé dans les écosystèmes fluviaux souterrains. Son intérêt ne portait pas sur les grottes elles-mêmes, mais sur les rivières invisibles qui coulaient en dessous des cours d'eau qui ont façonné le paysage pendant des siècles avant de réapparaître à des kilomètres de là. En 2012, Antoine est arrivé en Ariège avec une mission précise, cartographier les variations chimiques d'un affluent qui, d'après des données récentes, avait modifié son cours suite à un effondrement géologique non documenté. Dès le premier jour, il s'est rendu compte que quelque chose clochait. La rivière qu'il étudiait jaillissait d'une étroite fissure avec un débit irrégulier et des sédiments incompatibles avec la géologie visible environnante. L'eau charriait des particules trop fines, caractéristiques d'un système fermé récemment perturbé. Il ne s'agissait pas d'un phénomène ancien. Quelque chose avait cédé à cet endroit, peut-être des années, peut-être des décennies auparavant, et modifié le cours souterrain sans laisser de traces officielles. Pendant qu'Antoine prélevait des échantillons, les résidents les plus âgés observaient à distance. Rares étaient ceux qui prenaient la parole spontanément, mais la simple mention de l'année 1998 suffisait à changer leur attitude. Les portes se fermaient plus vite. Les conversations s'interrompaient brusquement. Un silence pratique, fruit du temps, s'installait. L'antagoniste de l'histoire ne se présentait pas comme une personne unique à ce moment-là. Il était la somme de décisions passées, des autorités qui avaient interrompu les recherches trop tôt, des experts qui s'étaient appuyés sur des modèles incomplets et un récit officiel trop rassurant pour être remis en question. Le système fonctionnait mieux lorsque l'affaire était tombée dans l'oubli. Antoine, en revanche, ne supportait pas les espaces vides. En suivant le lit de la rivière sur un tronçon difficile d'accès, il remarqua quelque chose qui ne figurait sur aucune carte topographique récente. Une dépression d'une régularité artificielle entre des rochers déplacés. Ce n'était pas une grotte ouverte, mais les vestiges d'une entrée effondrée. Un effondrement qui ne se produit jamais de manière isolée. On y trouvait des traces d'une ancienne activité humaine, des marques d'outils rudimentaires, peut-être utilisés lors d'une tentative de sauvetage ou, plus troublant encore, lors d'un événement que personne ne souhaitait consigner. Il ne prit pas de notes à ce moment-là. Il se contenta de photographier, de mesurer et d'observer. L'endroit se situait à moins de 2 kilomètres du dernier point connu sur la piste des aventuriers disparus en 1988. De retour à son logement ce soir-là, Antoine consulta d'anciennes données, comparant les coordonnées modernes avec des cartes obsolètes des années 1990. Les incohérences se multiplièrent. Un affluent de la rivière avait tout simplement disparu des archives. Aucune explication géologique satisfaisante ne fut proposée. Aucune expédition ne fut officiellement autorisée à explorer la zone après l'arrêt des recherches. Le conflit principal commença à se cristalliser non pas dans les mots, mais dans les choix pratiques.
Antoine pouvait se limiter au contrat scientifique, remettre les rapports et passer au projet suivant. Ou bien il pouvait poursuivre ses investigations, sachant que toute découverte remettrait en cause une conclusion officielle acceptée 14 ans auparavant. Le lendemain, lorsqu'il tenta d'accéder aux fichiers locaux, il reçut des réponses évasives. Sa demande fut redirigée, puis ignorée. Un employé laissa entendre, sans le regarder directement, que certains éléments ne présentaient aucun intérêt pour le moment. La question avait été soulevée. Si l'entrée de cette grotte s'est effondrée après 1988, qu'y avait-il avant? Et si l'effondrement avait eu lieu pendant l'exploration des 3 jeunes gens, ou peu après? Le fleuve continuait de couler, indifférent aux versions officielles. Et maintenant, Antoine savait où il prenait véritablement sa source. L'Ariège ne se dévoilait pas d'emblée. Des routes étroites serpentaient entre des pentes abruptes et le paysage semblait se métamorphoser au fil de la journée. Le matin, les montagnes paraissaient presque dociles. Au crépuscule, de longues ombres engloutissaient les sentiers, laissant aisément imaginer comment on pouvait y disparaître sans laisser de traces. Antoine passa les jours suivants à errer dans des villages trop petits pour figurer sur les cartes touristiques. Maisons en pierre calcaire, toits d'ardoise et rivières qui apparaissaient et disparaissaient au gré des crevasses naturelles composaient le paysage. Le rapport des habitants à ce paysage était fonctionnel, presque austère. Les montagnes n'étaient pas admirées, elles étaient respectées. C'est à Massat qu'Antoine eut son premier contact significatif avec une personne liée, même indirectement, à la disparition de 1998. Claire Dubois tenait une petite pension fréquentée principalement par des chercheurs, des spéléologues occasionnels et des techniciens de l'environnement. Elle avait un peu plus de 50 ans et un franc-parler sans les artifices habituels des personnes vivant du tourisme. Lors de son arrivée, Claire remarqua le type d'équipement qu'Antoine transportait. Elle ne fit pas de commentaires sur le moment. Ce n'est que plus tard, au cours du dîner, qu'il mentionna que les biologistes s'intéressaient rarement à cette rivière en particulier. Antoine ne s'étendit pas sur le sujet. Il se contenta de dire que la voie navigable présentait des anomalies récentes. Claire acquiesça lentement, comme si cette information confirmait ce qu'elle soupçonnait depuis des années. C'est elle qui a révélé les premiers détails humains concernant les aventuriers disparus. En 1998, la région avait connu un afflux inhabituel de jeunes explorateurs, attirés par d'anciens récits faisant état de grottes mal cartographiées. Les 3 hommes disparus, Mathieu, Laurent et Élodie, n'étaient pas originaires de la région. Ils n'avaient passé que 2 nuits à l'auberge, avant de s'engager sur le sentier, munis de cordes, de sacs à dos trop légers et d'une confiance excessive en leur équipement flambant neuf. Claire se souvenait bien d'eux, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils avaient demandé. Ils insistaient pour connaître les entrées secondaires des grottes près de la rivière, des passages qui ne figuraient pas sur les cartes distribuées par la mairie. Lorsqu'elle leur avait expliqué que certains passages avaient été condamnés suite à d'anciens accidents, leur intérêt s'était accru au lieu de diminuer. Les recherches officielles avaient duré un peu plus de 2 semaines. Les équipes de secours s'étaient concentrées sur les sentiers principaux et les grottes déjà répertoriées. Lorsque le mauvais temps est arrivé et qu'un petit glissement de terrain a bloqué une partie de l'accès à la vallée, l'opération a été interrompue. La justification technique était solide, la décision politique opportuniste. Antoine commença à comprendre que l'antagonisme dans cette histoire ne résidait pas dans un personnage précis, mais dans une succession de choix administratifs qui privilégiaient une résolution rapide à une incertitude prolongée. Dans les archives municipales, auxquelles il a obtenu un accès partiel après de nombreuses démarches, des lacunes évidentes subsistaient. Les relevés topographiques d'avant et d'après 1998 ne concordaient pas. Certaines zones semblaient excessivement simplifiées, comme si le niveau de détail avait été délibérément réduit. Il ne s'agissait pas d'une falsification flagrante, mais d'une omission stratégique.
Un autre personnage commença à prendre de l'importance. Jean-Luc Perrin, ancien chef des secours locaux. En 2012, il était déjà retraité et vivait dans une propriété isolée près de la frontière andorrane. Antoine ne l'avait pas rencontré personnellement à cette époque, mais son nom apparaissait régulièrement dans d'anciens rapports, toujours associés à la décision d'interrompre les recherches dans des zones jugées trop instables. Culturellement, la région entretenait une relation ancienne avec les grottes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines servirent de cachette et de voie d'évasion. Suite à des accidents mortels survenus au cours des décennies suivantes, de nombreuses entrées furent scellées ou abandonnées sans documentation adéquate. Un accord tacite existait entre les autorités et les habitants. Certaines choses étaient laissées sous terre pour une raison bien précise. Antoine entreprit de cartographier non seulement le fleuve, mais aussi les récits qui l'entouraient. Chaque conversation révélait de petites contradictions. Un fermier évoqua des explosions étouffées entendues des années auparavant. Un chasseur affirma qu'un ancien sentier avait disparu après un hiver particulièrement rigoureux. Aucun de ces témoignages ne figurait dans les archives officielles. D'un point de vue scientifique, les anomalies s'accumulaient. La rivière présentait des variations de température incompatibles avec une voie navigable ouverte. La faune microscopique indiquait un isolement récent, comme si le système avait été brutalement fermé puis rouvert par la pression hydraulique. Tout laissait présager un effondrement relativement récent, survenu après la cartographie principale de la région. Antoine ne se considérait pas comme un enquêteur criminel, mais sa formation le rendait intolérant aux données mal expliquées. Chaque soir, il organisait les informations, écartant les hypothèses simplistes. Nul besoin de complots élaborés. Une décision hâtive prise en 1988, suivie d'années de silence administratif, a suffi à créer la situation actuelle. Le monde qui l'entourait s'animait. Le paysage, autrefois simple décor, devenait un acteur à part entière du récit. Les montagnes dissimulaient, mais préservaient aussi. La rivière ne détruisait pas les preuves. Elle les déplaçait lentement, jusqu'à ce que quelqu'un accepte de les examiner de près. Antoine ignorait encore jusqu'où cela le mènerait. Mais il était déjà évident que ses recherches scientifiques touchaient à quelque chose de bien plus important qu'une simple étude environnementale. Elles menaçaient de rouvrir une histoire que toute la région avait appris à taire. Les progrès d'Antoine dans ses recherches commencèrent à produire des effets pratiques quasi immédiats. Il ne s'agissait pas d'affrontements directs, mais plutôt de petits obstacles administratifs et logistiques qui se succédaient, comme si le terrain bureaucratique était aussi instable que le terrain géologique. Les autorisations prenaient plus de temps que prévu. Des demandes simples devaient être soumises à nouveau. Une demande d'extension de la zone de collecte fut rejetée avec de vagues justifications concernant la sécurité environnementale. Rien de tout cela n'était suffisamment explicite pour constituer une opposition ouverte. Néanmoins, la tendance était claire. Antoine décida d'agir dans les limites techniques, mais avec une précision chirurgicale. Il commença à travailler à des heures irrégulières, fuyant toute routine. Au lieu de suivre le cours visible de la rivière, il se concentra sur les points où l'eau disparaissait entre les roches fracturées. Chaque nouvelle mesure confirmait l'hypothèse de l'existence d'un réseau souterrain plus étendu que celui officiellement reconnu. Lors d'une de ses sorties, il a trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Parmi les branches accrochées au rocher, charriées par une crue récente, se trouvait un fragment de tissu synthétique bleu foncé. Le matériau était usé, mais pas au point de laisser supposer des décennies d'exposition continue. Antoine ne le toucha pas immédiatement. Il le photographia sur place, mesura sa position et nota la direction du courant. Lorsqu'il récupéra finalement le fragment, il remarqua des traces de coutures industrielles, du type de celles utilisées pour les sacs à dos techniques des années 1990. Cela a changé la nature du problème. Jusqu'alors, l'enquête s'appuyait sur des incohérences géologiques et administratives. Désormais, des preuves matérielles reliaient directement la rivière aux aventuriers disparus.
Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais les éléments étaient trop nombreux pour être ignorés. Antoine a signalé la découverte dans des rapports préliminaires transmis à l'Agence régionale de l'environnement, conformément au protocole. La réaction a été trop rapide. Moins de 48 heures plus tard, il recevait l'ordre d'interrompre toute collecte dans la zone précise où le fragment avait été trouvé, en raison d'un risque d'effondrement supplémentaire. La contradiction était flagrante. Si le risque était connu, pourquoi n'était-il pas indiqué sur les cartes officielles ? S'il était récent, pourquoi aucune inspection technique n'avait-elle été consignée ? Des personnages secondaires commencèrent à intervenir directement dans le déroulement du conflit. Un jeune ingénieur environnemental, chargé de superviser le projet d'Antoine, se mit à se présenter sans prévenir sur les sites de prélèvement. Il restait poli, presque contrit, mais posait des questions excessivement précises sur les coordonnées et les horaires. Claire remarqua le changement avant même qu'Antoine n'en parle. Elle observa le nombre accru de véhicules officiels circulant sur la route secondaire menant à la vallée. Aucune opération officielle n'avait été annoncée. Pourtant, leur présence était suffisamment constante pour être remarquée. Le conflit n'opposait plus seulement la vérité scientifique à l'omission historique. Il était devenu une lutte silencieuse pour le contrôle du récit. Antoine entreprit un examen plus approfondi des archives relatives à la clôture des recherches en 1998. Il découvrit que la décision finale n'avait pas été prise à la suite d'un grave accident, comme le suggérait le rapport, mais après la constatation d'une instabilité structurelle dans une grotte non répertoriée. Détail troublant, cette grotte n'avait ni nom ni coordonnées précises. Seule une mention générique d'un accès secondaire près de la rivière y figurait. Plus Antoine recoupait les données, plus il devenait évident que cette entrée, désormais effondrée, était connue, au moins en partie, des autorités de l'époque. Ce n'était pas l'ignorance qui posait problème, mais la discrétion. La pression s'est accrue lorsqu'une demande officielle de prolongation de l'étude a été refusée sans justification technique claire. Le séjour d'Antoine dans la région devait prendre fin dans quelques semaines. S'il voulait poursuivre ses recherches, il devrait le faire sans soutien institutionnel. C'est à ce moment-là qu'il prit une décision pratique et non idéologique. Antoine a commencé à travailler avec son propre matériel, en dehors du cadre officiel du projet. Il a utilisé des capteurs passifs discrètement installés le long du lit de la rivière, capables d'enregistrer les variations de débit et les vibrations souterraines. L'objectif n'était pas d'explorer la grotte, mais de prouver son activité. Les données ont commencé à révéler un phénomène alarmant. Lors d'épisodes de pluie modérée, on observait une brusque augmentation de pression à un point précis sous le versant. Exactement là où Antoine avait repéré l'entrée effondrée. Cela indiquait la présence d'un vide structurel, maintenu uniquement par des couches rocheuses instables. Si quelqu'un s'était retrouvé piégé là, en 1998, l'effondrement n'aurait pas été immédiat. Il se serait produit des jours, voire des semaines plus tard, bloquant tout accès et rendant impossible un sauvetage de dernière minute. Le conflit émotionnel s'intensifiait. Non pas sous forme de monologues intérieurs, mais par les actes d'Antoine. Nuit blanche, décision hâtive, moindre marge d'erreur. Chaque choix avait désormais un poids réel. Dans le même temps, Jean-Luc Perrin réapparut dans les archives, cette fois indirectement. Un document interne mentionnait qu'il avait demandé, des années après la disparition, que certains domaines restent hors de la circulation technique. Il ne s'agissait pas d'un ordre, mais d'une recommandation. Une recommandation que personne n'osa contester. Antoine commençait à comprendre que le conflit principal ne se résoudrait pas par les seules données scientifiques. Il était confronté à un système conçu pour éviter les questions, non pour y répondre. Et le temps jouait contre lui. Avec l'arrivée de l'automne, le régime du fleuve changerait. Des pluies plus intenses pourraient provoquer de nouveaux effondrements, effaçant toute trace restante. Si une découverte devait être faite, il faudrait qu'elle ait lieu avant. Le conflit avait désormais atteint un point de non-retour. Soit Antoine irait au-delà des limites imposées, soit il accepterait que la vérité reste enfouie,
comme pour tant d'autres dans cette région. La rivière, une fois de plus, n'attendrait pas d'autorisation. Les recherches d'Antoine n'étaient plus une entreprise isolée. Au fil des jours, de petites histoires parallèles commencèrent à s'entremêler à l'intrigue principale, ajoutant des couches de complexité qui rendaient impossible de dissocier le travail scientifique de ses conséquences humaines. Claire Dubois, d'observatrice prudente, devint participante active, quoique réticente. Par une nuit de pluie interminable, elle tendit à Antoine une boîte en carton qui traînait depuis des années dans la réserve de l'auberge. À l'intérieur, des objets oubliés par les clients, de vieilles cartes, des lampes de poche cassées, des gants orphelins. Au fond de la boîte, un carnet à la couverture noire attira son attention. Ce n'était pas un journal intime. C'étaient des notes éparses, écrites par Mathieu, l'un des aventuriers disparus. Claire ne pouvait expliquer pourquoi elle les avait conservés. Elle n'avait tout simplement jamais eu le courage de s'en débarrasser. Les pages contenaient des croquis de grottes, des mesures approximatives et des observations sur les courants d'air et l'humidité. Rien ne semblait extraordinaire jusqu'à ce qu'Antoine découvre une note particulière, une référence à un courant inattendu derrière une chute d'eau près de la rivière. Il y avait une flèche, un point marqué et le mot instable souligné 2 fois. L'intrigue secondaire du passé prenait forme concrètement. Un autre fil narratif est apparu avec les familles des disparus. Antoine a contacté la sœur d'Élodie, qui vivait alors à Toulouse. La conversation était objective, presque technique. Elle ne cherchait pas à raviver de vieilles blessures, mais elle n'avait jamais cru à la version officielle. Au fil des années, elle avait reçu des réponses standardisées, se terminant toujours par la même conclusion. Aucune autre preuve n'a été trouvée. Elle leur remit quelque chose qu'Antoine n'attendait pas, une copie d'une lettre qu'Élodie avait envoyée quelques jours avant l'expédition. Il n'y était pas question de danger imminent, mais il y était mentionné qu'une personne en uniforme les avait avertis d'éviter certaines zones sans plus d'explication. Loin de les dissuader, cet avertissement n'avait fait qu'attiser leur curiosité. Ces informations étaient directement liées à Jean-Luc Perrin. L'intrigue institutionnelle s'est complexifiée lorsqu'Antoine a finalement réussi à s'entretenir avec l'ancien chef des secours. La rencontre s'est déroulée sans grande cordialité, dans une propriété isolée où l'isolement semblait aussi délibéré que fonctionnel. Jean-Luc n'a pas nié avoir connaissance de la grotte secondaire. Il a toutefois nié qu'elle soit sûre. Il ne s'est pas défendu. Il a simplement déclaré qu'en 1998, à la suite d'une inspection partielle, il avait été informé d'une grave instabilité. Selon lui, la poursuite des recherches sur place mettrait davantage de vies en danger. La décision de mettre fin à l'opération était, selon ses propres termes, la moins mauvaise option. Mais le récit comportait des lacunes. Jean-Luc évitait d'aborder des dates précises. Il changeait de sujet lorsqu'Antoine évoquait des événements survenus après la fermeture officielle. L'intrigue secondaire n'en était pas moins complexe et prenait une dimension morale plus ambiguë. Entre-temps, la pression temporelle augmentait objectivement. Les capteurs installés par Antoine indiquaient des micro-déplacements croissants dans la zone d'effondrement. Le sol cédait millimètre par millimètre. Des pluies plus intenses pourraient provoquer un nouvel effondrement, scellant définitivement tout accès restant. Antoine commença à élaborer un plan qui n'impliquait pas d'exploration directe de la grotte, mais l'utilisation de techniques de cartographie indirecte. Un radar à pénétration de sol, emprunté officieusement à un collègue, lui permettrait de visualiser les cavités structurelles sans intervention physique. Cependant, son utilisation nécessitait du temps, ce dont il ne disposait plus. L'intrigue secondaire concernant le jeune ingénieur environnemental a également évolué. D'observateur passif, il est devenu acteur du confinement. Dans un rapport interne qui a fuité, Antoine a réalisé que ses conclusions étaient qualifiées de inconcluantes, avant même d'avoir fait l'objet d'une analyse formelle. Quelqu'un manipulait l'interprétation des données en temps réel. Chaque intrigue secondaire convergeait vers le même point. La vérité devenait un risque opérationnel. Claire, quant à elle, était confrontée à un dilemme. Garder le silence avait toujours été pour elle une forme de survie économique et sociale.
S'impliquer maintenant signifiait attirer une attention indésirable sur l'auberge et sur elle-même. Pourtant, voyant l'issue inévitable se profiler, elle choisit d'agir. Elle montra à Antoine un ancien sentier, emprunté avant d'être officiellement désactivé, qui menait à un point culminant au-dessus du lieu de l'éboulement. Ce sentier ne figure sur aucune carte actuelle. La convergence des intrigues secondaires a engendré un effet de compression narrative. Les décisions passées, présentes et futures étaient toutes soumises à la même pression géologique et institutionnelle. Antoine n'avait plus besoin de prouver qu'un élément avait été omis. Il devait agir avant que le paysage physique n'efface toute possibilité de confirmation. Chaque personnage était désormais confronté à un choix clair, la neutralité n'étant plus de mise, le silence n'était plus simplement l'absence de son. Il était devenu une attitude active, et le temps commençait enfin à manquer. Le changement définitif a commencé de manière technique, presque banale. Aux premières heures d'une journée pluvieuse, l'un des capteurs passifs installés par Antoine a enregistré une variation brutale de la pression de la nappe phréatique, suivie d'une chute soudaine du débit de la rivière. Il ne s'agissait pas d'un effondrement total, mais un élément avait suffisamment bougé pour modifier le cours de l'eau. Le système a réagi comme si une cavité interne s'était partiellement rouverte. Antoine n'a pas analysé les données en silence. Il a enfilé son équipement, rassemblé le strict nécessaire et suivi la piste indiquée par Claire. Sa décision n'était ni héroïque ni impulsive, mais pragmatique. Si ce vide structurel était en train de se restructurer, la fenêtre d'accès serait de courte durée. De ce point d'observation élevé, il aperçut quelque chose qui n'avait jamais figuré sur les cartes. Une crevasse récemment apparue entre des dalles rocheuses, partiellement recouverte de végétation déracinée par la pluie. L'entrée effondrée n'était pas complètement obstruée. Il subsistait un passage, trop étroit pour une opération de sauvetage classique, mais suffisant pour permettre le passage d'une personne. Cet événement inattendu n'était pas uniquement d'ordre géologique. Lorsqu'Antoine a positionné le radar à pénétration de sol, il a identifié un espace intérieur plus vaste que prévu. Il ne s'agissait pas d'une simple galerie naturelle. On y trouvait des structures régulières, des parois creusées, une plateforme artificielle. Cela indiquait une intervention humaine délibérée et non une simple exploration fortuite. Le déclic s'est produit lorsqu'il a détecté des traces de métal concentrées dans une zone précise. Il ne s'agissait pas d'équipements récents. L'oxydation indiquait des années d'exposition dans un environnement humide mais protégé, un entrepôt ou quelque chose d'abandonné à la hâte. Antoine n'est pas entré immédiatement. Au lieu de cela, il a tout documenté. Images, relevés, coordonnées exactes. Ce qu'il avait découvert ne pouvait plus être interprété comme un accident isolé. Une infrastructure minimale, inconnue du public, existait à proximité du lieu de disparition des 3 personnes. Avant qu'ils ne puissent poursuivre, un véhicule s'arrêta sur la route, surplombant le sentier. Ce n'était pas un hasard. L'ingénieur environnemental chargé de surveiller le projet en sortit, accompagné de 2 agents locaux. Aucune altercation verbale n'eut lieu. On donna simplement à Antoine l'ordre de s'éloigner de la zone en raison d'un risque imminent. C'est à ce moment précis que la révélation humaine s'est produite. Sous la pression de l'urgence, l'ingénieur a laissé échapper une information qu'il n'aurait pas dû divulguer. Il a déclaré « Personne ne s'attendait à ce que l'eau rouvre l'ouverture ». Cette phrase lapidaire sous-entendait clairement qu'il savait exactement ce qui se trouvait là avant l'effondrement. Antoine ne protesta pas. Il rassembla son matériel et s'éloigna. Mais le cours de l'histoire avait déjà changé. La question n'était plus de savoir s'il y avait eu une omission, mais plutôt qu'est-ce qui était caché exactement. Quelques heures plus tard, en analysant les données recueillies, Antoine découvrit l'élément qui changea tout. Parmi les signaux métalliques, un motif linéaire se détachait, incompatible avec le matériel d'escalade. Il s'agissait d'un rail court et rudimentaire, servant à déplacer de petites charges dans des espaces restreints, inutiles pour des aventuriers amateurs.
La révélation concernant le personnage clé est venue ensuite. Jean-Luc Perrin n'était pas seulement à la tête de l'équipe de secours. Auparavant, dans les années 1980, il avait participé à des projets de cartographie souterraine financés par l'État, dont certains n'ont jamais été publiés officiellement. L'accès indirect au réseau n'était pas inconnu. C'était un sujet délicat. En 1988, les aventuriers avaient frôlé une découverte qu'ils n'auraient jamais dû faire. L'effondrement n'était pas intentionnel, mais ses conséquences avaient été acceptées sans difficulté. Sceller l'entrée avait résolu 2 problèmes d'un coup: mettre fin à une recherche périlleuse et préserver la vérité. Le tournant émotionnel ne s'est pas produit sous la forme d'un choc, mais d'une prise de conscience opérationnelle. Antoine comprit que tout progrès supplémentaire exposerait certaines personnes à des risques politiques et institutionnels. Le conflit n'était plus seulement technique. La pression s'est accrue avec l'arrivée d'un ordre officiel. Le projet était annulé. Tous les documents devaient être remis pour un examen centralisé. Il s'agissait manifestement d'une tentative de reprendre le contrôle du récit. Antoine, cependant, avait déjà dupliqué les données, non par méfiance initiale, mais par habitude scientifique. À présent, cette précaution devenait cruciale. Le point de non-retour était atteint à 3 niveaux: physique, institutionnel et moral. Le terrain était rouvert. Le système avait pris conscience du problème. Et Antoine devait choisir: rester un scientifique docile ou devenir le porte-parole d'une vérité dérangeante. Aucune autre action ne serait entreprise sans autorisation formelle, et à partir de ce moment, chaque action aurait des conséquences irréversibles. La fermeture officielle du projet n'a apporté aucun soulagement. Au contraire, elle a agi comme un catalyseur. La tentative de contenir Antoine a révélé, dans les faits, que ses découvertes avaient franchi une limite invisible. Les conséquences ont commencé à se manifester concrètement, non par des discours, mais par des actions rapides et discrètes. Le lendemain matin de l'arrêté de fermeture, la zone proche de la rivière était bouclée. Des rubans de signalisation sont apparus là où il n'y en avait pas auparavant. Un panneau d'avertissement générique concernant un risque géologique était affiché sur des poteaux de fortune. Aucune déclaration publique détaillée n'a été diffusée. Le confinement était préventif, non informatif. Antoine a réagi méthodiquement, sans confrontation. Il a transféré tous les documents dupliqués sur des serveurs externes et n'a remis qu'une partie des données brutes nécessaires. Le reste, plus sensible et nécessitant une interprétation, est resté sous son contrôle. Il ne dissimulait pas d'informations scientifiques, il protégeait le contexte. La réaction de Claire fut immédiate et personnelle. La présence constante des véhicules officiels affecta l'auberge. Des clients annulèrent leurs réservations. Des rumeurs commencèrent à circuler dans les villages voisins. Pour la première fois depuis des années, le passé cessa d'être une rumeur lointaine et commença à avoir des répercussions directes sur l'économie actuelle de la région. Pourtant, Claire ne céda pas. Elle commença discrètement à noter les mouvements sur la route secondaire, les heures et les plaques d'immatriculation. Non par esprit d'enquête, mais par simple instinct de survie. Quelque chose se tramait, et elle voulait savoir quand cela prendrait fin. Jean-Luc Perrin, quant à lui, a réagi plus discrètement. Antoine a reçu un bref message lui proposant un nouveau rendez-vous. Ni exigence, ni justification, juste un lieu et une heure. La réunion eut lieu au même endroit isolé, mais le ton avait changé. Jean-Luc ne s'en tenait plus à une version purement technique. Il admit que l'existence de la structure souterraine était connue depuis avant 1998. Ce qu'il nia, en revanche, c'était toute intention de dissimuler des morts. Selon lui, l'effondrement était un phénomène naturel accéléré par des pluies exceptionnelles. Le choix qui s'imposa ensuite fut de ne pas rouvrir un endroit susceptible de faire d'autres victimes. Les conséquences morales de cet aveu étaient évidentes. Jean-Luc ne se voyait pas comme un criminel, mais comme quelqu'un qui avait pris un risque calculé. Le problème, c'est que ce calcul avait coûté la vie à 3 personnes et à leurs familles. La réaction institutionnelle fut plus sévère. Une procédure administrative fut ouverte pour évaluer la conduite professionnelle d'Antoine.
Aucune accusation directe ne fut formulée, seulement des questions relatives à la méthodologie, aux autorisations et à la communication. Il s'agissait d'une manière de détourner l'attention du fond vers la procédure. Antoine a réagi par des actes, non par des justifications. Il a transmis à une revue scientifique internationale un rapport technique indépendant, portant exclusivement sur des données hydrologiques et structurales, sans mentionner la disparition. L'article n'accusait personne. Il démontrait simplement, avec rigueur, l'existence d'un réseau souterrain actif, non répertorié officiellement. La réaction fut immédiate. L'étude attira l'attention de chercheurs externes, contraignant les autorités à reconnaître publiquement la nécessité d'une nouvelle évaluation géologique de la région. Le silence institutionnel commençait à se fissurer, non sous la pression morale, mais face à la révélation des faits. Entre-temps, les conséquences matérielles continuaient de s'accumuler. Les fortes pluies ont provoqué de nouveaux mouvements de sol. Les capteurs indiquaient que l'accès résiduel pouvait disparaître à tout moment. Le temps pressait pour toute intervention directe. Antoine commença à élaborer un plan d'accès minimal, non pas pour une exploration approfondie, mais pour une vérification finale. Il ne cherchait pas à récupérer quoi que ce soit, seulement à confirmer. Le risque n'était pas seulement personnel. Si quelque chose tournait mal, tout le processus serait discrédité. Les réactions émotionnelles des proches commencèrent à se manifester à mesure que les rumeurs d'une réévaluation se répandaient. Point d'espoir naïf, mais une attente mesurée. Savoir, même tardivement, était devenu plus important que n'importe quel résultat précis. Chaque personnage était désormais confronté aux conséquences de ses choix passés et présents. Le système réagissait pour préserver la stabilité. Les individus, quant à eux, réagissaient pour préserver le sens de leur existence. Le conflit cessa de s'envenimer. Il se resserra, convergeant vers un point unique et inévitable. La vérité n'avait pas besoin d'être complète, il lui suffisait d'être suffisante pour ne pas être à nouveau étouffée, et le fleuve, sous la pression des pluies, poursuivait son œuvre silencieuse, se rapprochant du moment où aucune décision humaine ne pourrait plus rien changer. Antoine ne se berçait plus d'illusions quant à la neutralité scientifique. L'époque de la simple observation était révolue. Désormais, chaque décision exigeait une prise de position, même tacite. Le dépassement des difficultés ne se manifestait plus par des monologues intérieurs ou des déclarations morales, mais par la manière dont il réorganisait ses priorités, acceptait des risques calculés et adaptait son approche. Le premier signe évident de cette transformation fut sa façon de gérer son temps. Auparavant, son travail suivait de longs cycles de collecte, d'analyse et de validation des données. Désormais, il travaillait par courtes périodes précises, dictées par les conditions météorologiques et l'instabilité du terrain. La planification devint plus directe, moins théorique et plus opérationnelle. Antoine a passé en revue tout le matériel disponible et s'est débarrassé de tout ce qui n'était pas indispensable. Il a allégé le poids, éliminé les doublons et adapté les outils à de multiples fonctions. Il ne s'agissait pas de bravoure, mais d'efficacité. Chaque choix pratique reflétait la conscience qu'il n'y aurait pas de seconde chance. La relation avec Claire évolua également. Elle cessa d'être une simple source d'informations locales et devint un véritable pilier logistique. Sans faire de vagues, elle adapta les horaires, limita l'accès à l'auberge et mit en place des routines pour dissimuler les sorties irrégulières d'Antoine. Tous deux savaient que le risque d'être vus était plus grand que la difficulté physique elle-même. Un autre problème surgit lorsqu'Antoine réalisa qu'il ne pouvait pas agir entièrement seul. L'accès minimal qu'il avait prévu nécessitait une surveillance extérieure et une intervention en cas d'affaissement du terrain. Après avoir pesé le pour et le contre, il décida de faire appel à un ancien collègue spéléologue, une personne possédant une expérience pratique et sans lien institutionnel avec la région. La décision de faire confiance à une autre personne a marqué une étape importante de son évolution.
Antoine, habitué à travailler seul, devait désormais partager des informations sensibles et accepter des avis extérieurs. Il n'a pas expliqué tout le contexte. Il s'est contenté de présenter les données techniques essentielles et les risques encourus. La réponse était simple, accepter sans poser de questions inutiles. L'évolution d'Antoine se reflétait également dans sa relation avec Jean-Luc Perrin. Lors de leur retrouvailles, il n'y eut ni confrontation ni recherche d'aveu. Antoine se contenta de présenter une chronologie technique, expliquant le déroulement de l'effondrement et les raisons du maintien d'un accès résiduel. Jean-Luc écouta en silence. Pour la première fois, il ne chercha pas à justifier les décisions passées. Il reconnut simplement que le contrôle avait été perdu depuis longtemps. Cette reconnaissance n'a rien résolu, mais elle a mis un terme à une affaire. Antoine a clairement indiqué qu'il ne cherchait pas de coupables en particulier. Il souhaitait simplement que les faits soient établis. Un nouveau problème est apparu avec l'intensification des pluies. La saturation des sols augmentait le risque d'effondrement total. Les capteurs indiquaient que la pression interne avait atteint des niveaux critiques. Toute intervention devait être réalisée dans les jours qui suivaient. Antoine a modifié son plan. Au lieu d'un accès direct par la crevasse principale, il a opté pour une approche latérale, moins instable, même si elle impliquait un itinéraire plus long et plus technique. Ce changement n'était pas impulsif. Il résultait de données actualisées et d'une volonté d'abandonner une idée initiale au profit d'une solution plus sûre. Sa transformation personnelle s'est manifestée dans ses choix. Antoine n'était plus attaché à ses préférences. Il s'est adapté. La veille de la tentative d'accès, il a tout revu une dernière fois. Il ne cherchait pas de motivation émotionnelle, mais de la cohérence. Chaque étape devait avoir un objectif clair, chaque risque, une justification objective. La croissance ne signifiait pas l'absence de peur. Elle signifiait ne pas laisser la peur déterminer le cours des actions. À l'aube, alors que les pentes étaient partiellement recouvertes de nuages bas, Antoine était prêt, non pas comme le biologiste arrivé dans la région des semaines auparavant, mais comme quelqu'un qui avait enfin compris que la science appliquée, dans des contextes concrets, exige bien plus que de simples données précises. Elle exige une capacité de décision. L'épreuve finale restait à venir. Mais le protagoniste n'était plus le même. La phase préparatoire ne fut marquée par aucun événement majeur visible, mais par une succession d'ajustements finaux qui rendirent évident qu'il n'y aurait plus de place pour l'improvisation. Tout ce qui pouvait être réglé avant l'affrontement final devait l'être dès maintenant. Antoine commença par éliminer les dernières pistes. L'article scientifique, soumis précédemment, avait déjà été accepté pour évaluation, constituant ainsi une trace écrite impossible à effacer. Il ne s'agissait pas d'une accusation, mais cela garantissait que le réseau clandestin ne serait plus ignoré. Dès lors, toute tentative de le faire taire exigerait des explications publiques. Le volet institutionnel était donc suffisamment résolu pour ne pas interférer au moment décisif. Les autorités pouvaient retarder, questionner ou minimiser les faits, mais pas empêcher complètement ce qui allait se produire. Avec les familles des disparus, Antoine a été direct. Il leur a fait savoir qu'il procéderait à une dernière vérification technique, sans promesse ni effet dramatique. Il n'a offert aucun espoir concret, seulement de la transparence. Pour elle, cela a suffi. Savoir que quelqu'un était prêt à aller jusqu'au bout a mis fin à des années d'angoisse. Jean-Luc Perrin sortit lui aussi du récit. Après leur dernière rencontre, il prit ses distances, refusant tout contact ultérieur. Son destin était scellé, celui d'un homme ayant fait un choix pragmatique dans un contexte risqué et qui, désormais, en subissait les conséquences sans chercher à les maîtriser. L'intrigue morale s'achevait là. L'attention se recentra entièrement sur le terrain. Antoine et le spéléologue arrivèrent au point d'accès latéral avant l'aube. Le vieux sentier, peu fréquenté, exigeait une attention constante. Le sol était glissant et des arbres tombés formaient des détours improvisés. Aucun dialogue superflu n'était nécessaire. Chacun connaissait son rôle. L'entrée choisie n'était pas une grotte à proprement parler,
mais une crevasse élargie par le temps, partiellement dissimulée par de la mousse et des pierres instables. Les capteurs y indiquaient une moindre instabilité, bien que le passage intérieur fût plus long et plus étroit. Le choix privilégiait la survie à la rapidité. Avant d'entrer, Antoine effectua une dernière transmission de données. Tout ce qui serait collecté désormais ferait l'objet d'une copie externe en temps réel. Ce n'était pas de la paranoïa, mais une procédure finale. À l'intérieur, l'atmosphère changea rapidement. La température chuta, le murmure de la rivière s'estompa, remplacé par le craquement occasionnel de la roche sous la pression. L'espace exigeait une progression lente et maîtrisée. Chaque mouvement était testé avant d'être exécuté. La tension ne provenait pas de menaces explicites, mais de la conscience constante que le système était à bout de souffle. De petits glissements de terrain indiquaient que l'effondrement n'était pas une simple possibilité abstraite, mais une réalité tangible. Au cours de l'exploration, Antoine confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Le réseau souterrain avait été partiellement modifié par l'activité humaine des décennies auparavant. Non pas pour une exploitation minière à grande échelle, mais pour un accès contrôlé. Le rail rudimentaire identifié dans les données était désormais visible, corrodé, brutalement interrompu par un ancien effondrement. Cette confirmation a levé le dernier doute structurel du récit. Les aventuriers n'étaient pas tombés sur une simple grotte naturelle. Ils s'étaient approchés d'un espace hybride où l'intervention humaine et l'instabilité géologique coexistaient dangereusement. Le rythme s'accéléra à mesure qu'ils approchaient de la zone effondrée principale. L'urgence de la situation se faisait sentir. Le niveau de l'eau montait lentement, sous l'effet des pluies incessantes. Toute exploration latérale était impossible. La voie devait être directe. Le spéléologue prit position à l'abri extérieur, à un point stratégique, comme prévu. De là, Antoine poursuivrait seul la traversée de la section la plus instable. La séparation n'était pas émotionnelle, mais fonctionnelle. Chaque intrigue secondaire était désormais close ou sans importance. Il n'y avait plus de dilemme administratifs, moraux ou relationnels à résoudre. Seule demeurait l'ultime confrontation entre les faits et le silence. Antoine s'avança dans l'étroit couloir jusqu'au bord du bourbier. La lumière révéla quelque chose qu'aucune donnée n'avait pu prévoir. Ce n'étaient pas des débris éparpillés, comme on pouvait s'y attendre après un accident chaotique. C'était une organisation désorganisée, du matériel aligné, des signes évidents de tentatives de retour, des décisions prises sous la pression. Le point culminant approchait non pas comme une explosion soudaine, mais comme une compression maximale. Tout ce qui s'était accumulé au cours de l'histoire convergeait dans cet espace confiné. Antoine marqua une pause, non pour réfléchir, mais pour reprendre son souffle. Le système ne tolérerait aucune erreur. Ce qu'il découvrirait ensuite mettrait définitivement un terme à l'histoire de 1998, d'une manière ou d'une autre. Le moment final était à portée de main. Antoine avança au-delà de l'endroit où la barrière métallique disparaissait sous les roches concassées. L'espace se rétrécissait à chaque mètre, l'obligeant par endroits à se déplacer latéralement, le corps plaqué contre des parois froides et irrégulières. L'eau s'infiltrait par des fissures récentes, signe évident que le système était encore en train de se réorganiser sous la pression extérieure. L'éclairage révéla le premier élément crucial, un mur artificiel partiellement conservé, construit pour contenir le flux de sédiments. Il ne s'agissait pas d'une structure improvisée. Sa conception avait été réfléchie. Quelqu'un avait prévu cet espace pour qu'il puisse y résister, au moins temporairement. Un peu plus loin, le sol changea de texture. Antoine reconnut aussitôt des traces de traînées. Elles n'étaient pas récentes, mais elles ne dataient pas non plus de plusieurs décennies. Des objets lourds avaient été déplacés là après l'arrivée des aventuriers. La thèse d'un accident soudain commençait à s'effriter. Le bruit de la rivière s'intensifiait à mesure qu'il avançait. Le niveau de l'eau montait lentement, recouvrant par endroits le sol et obligeant Antoine à accélérer le pas. Chaque pas devait être sûr. Une simple erreur pouvait déclencher une réaction en chaîne de glissements de terrain.
C'est alors qu'il a découvert les premiers restes humains incontestables, un sac à dos coincé entre deux rochers, encore partiellement intacts. À l'intérieur, du matériel rangé avec un soin excessif, comme on pourrait s'y attendre en pleine panique. Une tentative de rationalité, une planification sous pression, pas une mort immédiate. Plus loin, 3 lanternes étaient alignées sur une surface plane improvisée. Antoine s'arrêta juste le temps de tout immortaliser. Ce n'était pas une scène de chaos, c'était une scène d'attente. Le point culminant émotionnel s'est matérialisé sans un mot. À la limite de l'espace accessible, il découvrit l'endroit où l'effondrement s'était définitivement solidifié, une barrière de roches compactée, mais non homogène. De petits vides indiquaient que la fermeture s'était produite par étapes, et non d'un seul coup. Quelqu'un était piégé avant du joint complet. Antoine ajusta le capteur acoustique portable et le plaça contre la roche. De l'autre côté, l'espace était insuffisant pour une survie prolongée, mais il y avait une chose inattendue, une petite chambre latérale, protégée par un repli naturel de la formation calcaire. À l'intérieur, les corps. Ils n'étaient donc pas dispersés. Ils étaient positionnés. L'un était près du mur, un autre était assis, le troisième était allongé avec des soins improvisés. Il n'y avait aucun signe de panique totale. Il y avait une fatigue maîtrisée. Le changement ne concernait pas seulement le lieu, mais aussi le moment. Une analyse rapide a révélé que les 3 personnes n'étaient pas décédées le jour de leur disparition. Elles avaient survécu plusieurs jours, voire des semaines. Elles disposaient d'eau et de nourriture rationnée. Elles nourrissaient un réel espoir d'être secourues. Et quelqu'un était au courant. À côté des corps, Antoine découvrit un objet qui leva tout doute. Une marque récente sur un morceau de roche faite à la craie industrielle, la même que celle utilisée par les équipes de secours. Une flèche pointant vers l'éboulement principal, accompagnée d'un simple code de localisation. Quelqu'un était arrivé jusque-là lors des recherches de 1998. Le dénouement fut d'une clarté implacable. L'équipe de secours avait atteint la zone, identifié l'instabilité et choisi de se replier, convaincu, ou voulant croire, que le risque de progresser était trop important pour survivre. L'effondrement qui suivit scella cette décision, transformant un choix technique en une vérité incontestable. Antoine ressentit physiquement l'impact de cette révélation lorsqu'une forte vibration parcourut la grotte. Le niveau de l'eau montait plus rapidement. Le système était en train de céder. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il enregistra tout avec une précision automatique, sachant que ces documents allaient bouleverser l'histoire officielle. Tandis qu'il s'éloignait, un glissement de terrain partiel bloqua le passage derrière lui, confirmant que ce serait la dernière fois que quiconque y pénétrerait. L'évasion fut rapide, sans héroïsme. Antoine sortit par le sentier latéral avec une difficulté croissante, se fiant davantage à ses souvenirs récents du parcours qu'à la visibilité. Lorsqu'il atteignit le point de confinement, le spéléologue l'attendait déjà, l'avertissant que la pression était devenue dangereusement élevée. Tous deux sont partis quelques minutes avant qu'un nouvel effondrement ne leur coupe définitivement l'accès. Dehors, sous une pluie battante, Antoine ne célébrait pas. Il n'y avait pas de triomphe dans ce dénouement, c'était simplement une conclusion. La transformation du protagoniste devint alors manifeste. Antoine ne considérait plus la vérité comme une abstraction à publier dans des rapports. Elle revêtait un poids physique, humain et irréversible. Son rôle n'était plus seulement de révéler, mais aussi d'assumer les conséquences de ces révélations. Le conflit central a été résolu, non pas avec une justice complète, mais avec un fait incontournable. Le silence qui avait duré 14 ans avait été rompu. Le lendemain de l'accès à la grotte effondrée, un silence pesant mais non vide s'installa. Antoine retourna à l'auberge de Claire, emportant seulement le matériel essentiel et les données numériques. Nul besoin d'en rajouter. Chaque donnée recueillie parlait d'elle-même. La portée de la découverte résidait dans sa réalité matérielle et sa documentation méticuleuse, non dans les mots. Les habitants observaient la scène avec prudence, à distance.
La nouvelle de la présence de scientifiques travaillant sur le fleuve circulait déjà, mais personne n'avait accès aux résultats des mesures. Ils ne voyaient que l'activité accrue sur le terrain et la présence de professionnels bien équipés. Le mystère, cependant, demeurait, désormais plus tangible, plus dangereux et plus respecté qu'auparavant. Aux familles des disparus, Antoine envoya des rapports techniques détaillés, sur un ton froid, presque clinique. Il n'éprouvait ni besoin de les réconforter, ni besoin d'expliquer ses motivations. Les données révélaient une survie temporaire, l'accès partiel de l'équipe de secours en 1998 et le déroulement de l'effondrement qui avait scellé la grotte. Le passé prenait alors une forme tangible. La clarté s'imposait par la précision, sans sentimentalité. Quelques semaines plus tard, un représentant des familles confirma que, malgré l'impossibilité d'un sauvetage après tant d'années, elle savait enfin exactement ce qui s'était passé. La vérité, aussi dure fût-elle, mettait fin à des années d'incertitude. Jean-Luc Perrin, quant à lui, garda ses distances. Antoine avait envoyé des copies des données et des images, permettant à l'ancien chef des secours de comprendre combien les décisions prises en 1998 s'étaient révélées complexes, pragmatiques et, en même temps, inéluctables. Aucune accusation formelle ne fut portée. C'était inutile. L'exposé scientifique et géologique servit de pont entre le passé et le présent, contextualisant le choix qu'il avait fait 14 ans auparavant. Le volet institutionnel de l'affaire a trouvé un dénouement partiel. La publication des données d'Antoine, examinées et acceptées par une revue internationale, a rendu impossible la négation de l'existence du réseau souterrain. Bien que les autorités locales n'aient pas commenté officiellement les erreurs passées, la documentation scientifique a imposé une reconnaissance technique. La manipulation ou l'étouffement de l'affaire, qui durait depuis plus d'une décennie, était devenue intenable. Sur le plan personnel, Antoine a connu une transformation profonde. Auparavant, son rôle se limitait à l'analyse objective des écosystèmes fluviaux. Désormais, il comprenait le lien entre science et histoire humaine, entre savoir et responsabilité. Chaque pas dans la grotte effondrée, chaque décision concernant la collecte de données et la sécurité avait façonné son sens des priorités. Il n'avait besoin ni de reconnaissance, ni d'éloge public. La transformation résidait dans la prise de conscience que la science appliquée exige un courage pratique, une résilience émotionnelle et une capacité à prendre des décisions sous une pression réelle. La relation avec Claire, restée fonctionnelle et pragmatique tout au long de l'opération, prit un ton de complicité silencieuse. Tous deux comprenaient avoir participé à quelque chose qui dépassait leurs rôles initiaux. Il ne s'agissait pas simplement de documenter une rivière ou un effondrement géologique. C'était la fermeture d'un chapitre humain resté ouvert pendant 14 ans. Point de grand discours, mais un respect mutuel et une compréhension tacite. Claire, observant la rivière qui continuait de couler, indifférente à l'histoire dont elle avait été témoin, se contenta de commenter « Elle a enfin révélé ce que la montagne voulait cacher ». Antoine esquissa un sourire. C'était suffisant. Les conséquences physiques se sont également concrétisées. Les pluies suivantes ont provoqué de petits glissements de terrain, rendant impossible tout accès futur à la grotte effondrée. La nature, qui avait contribué à sa dissimulation pendant des années, acheva définitivement sa fermeture. Le cours de la rivière s'est partiellement stabilisé, mais les variations de pression et de débit interne demeuraient comme des témoins silencieux du drame. La montagne a repris son cours ancestral, indifférente à l'intervention humaine. Mais la vérité était désormais officiellement consignée. Les intrigues humaines, familles, habitants, autorités, collègues, ont toutes fini par converger. Les zones d'ombre du passé n'ont pas disparu, mais se sont éclaircies dans un contexte factuel. Aucun personnage n'a agi inutilement. Aucune décision n'était superflue. Chaque action, de l'arrêt prématuré des recherches à la documentation méticuleuse d'Antoine, a été validée a posteriori par la cohérence des faits découverts. La rivière,
protagoniste silencieuse depuis le début, poursuivait son cours irrégulier et souterrain. Mais désormais, grâce à l'intervention d'Antoine, elle était consignée, observée et comprise. La présence humaine, minimale, prudente et objective, avait suffi à transformer un mystère ancestral en un savoir vérifiable. Le flux de l'eau, jadis indifférent et obscur, portait désormais la preuve tangible de l'action et de la découverte. Le parcours d'Antoine a consolidé sa croissance sur 3 plans: personnel, professionnel et éthique. Sur le plan personnel, il a appris à évoluer sous une pression extrême et dans une incertitude prolongée. Sur le plan professionnel, il a élevé sa pratique scientifique à un niveau de responsabilité contextuelle, reconnaissant le poids moral et social des données. Sur le plan éthique, il a compris que le savoir est indissociable de ses conséquences et que le courage se mesure souvent à la précision de chaque action et de chaque décision, et non à un héroïsme spectaculaire. Au terme du processus, point de célébration ostentatoire, pas de titre sensationnaliste, pas de récit emphatique, juste le compte-rendu froid, exact et complet des événements, accompagné du sentiment tacite qu'une étape importante avait été franchie. La vérité concrète et documentée est restée un héritage. Finalement, Antoine contempla une dernière fois le fleuve avant de partir. Son cours était immuable, indifférent à l'histoire, mais désormais mesurable, compris et consigné. Il sentait que, malgré toutes les pressions et les risques, l'œuvre était accomplie. La montagne avait gardé son secret pendant des décennies, mais la vérité avait trouvé une porte, certes étroite, pour se manifester. L'affaire de 1998, classée sans suite depuis plus de 10 ans, a enfin trouvé son dénouement factuel, technique et moral. Aucun détail n'a été exagéré. Aucune découverte n'a été dramatisée. Chaque information était cruciale, chaque conséquence bien réelle. Et dans le calme de la vallée, sous la fine pluie qui suivit, passé et présent se rejoignirent enfin. Des mois plus tard, Antoine publia ses découvertes lors de conférences internationales, conservant la rigueur scientifique qui avait caractérisé son expédition. Claire continua de gérer l'auberge, accueillant désormais des clients curieux de l'histoire du fleuve, mais sans sensationnalisme. Les familles des aventuriers trouvèrent un certain apaisement, sachant que la vérité, bien que tardive, avait été révélée. Jean-Luc Perrin garda le silence, assumant sa décision passée. Le fleuve poursuivit son cours, impassible, mais les récits et les écrits d'Antoine firent en sorte que nul ne puisse ignorer ce qui s'était passé. Passé et présent coexistaient, désormais consignés, comme un témoignage de courage, de précision et de conséquence. Si l'histoire d'Antoine et des aventuriers disparus vous a intrigué, partagez vos réflexions et théories sur ce qui s'est réellement passé sur cette rivière française. Aimez la vidéo pour soutenir la recherche sur les mystères réels et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les futures découvertes et récits surprenants. Dites-nous en commentaire quel aspect du voyage d'Antoine vous a le plus marqué et quelles leçons vous tirez de cet équilibre entre courage, science et conséquences. Votre participation contribue à perpétuer le souvenir d'événements presque oubliés.